Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Céline Pina. Nous avons à 18h30 le débat qui approche. Le sport doit-il jouer un rôle dans la diplomatie internationale? Vous avez la possibilité d'aller sur le compte Twitter et Facebook de Sud Radio pour donner votre avis. Nous faisons une petite consultation et nous évoquerons la question ensemble. Mais avant, une autre question que nous voulions évoquer. La Russie veut se faire payer le gaz qu'elle produit en roubles. Les Européens refusent. Du coup, la Russie, via son président Vladimir Poutine, menace de couper l'accès au gaz, de couper les robinets pour alimenter. Déclaration cet après-midi de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Elle dit en substance que ce geste ne devrait pas générer a priori de rupture des livraisons, tout simplement parce que les entreprises pourraient continuer à payer en euros auprès des banques, ces mêmes banques qui elles-mêmes pourraient convertir en roubles. Voilà ce que disait la ministre, qui ajoutait que les contrats signés avec Gazprom le sont en euros et donc légitime de refuser le rouble. Mais qu'est-ce qui est légitime dans cette guerre? C'est bien le problème. Aussi, la vraie question que nous nous posons concrètement, vous et moi qui faisons notre cuisine, etc., avec du gaz, Philippe Charlez va y répondre. Vous êtes expert en questions énergétiques et auteur de l'utopie de la croissance verte. Vous représentez le think tank Institut Sapiens. Institut Sapiens, voilà précisément. Donc, si demain la Russie coupe le robinet du gaz, est-ce qu'on a du gaz? Alors, il nous reste quand même une certaine quantité de gaz. Alors, la première chose, c'est que la France a deux avantages par rapport à ses concurrents européens. D'abord, la France n'est pas fondamentalement un pays très gazier. Donc, le gaz représente quand même 16% de la consommation énergétique française. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 24%, au Royaume-Uni, 36%, en Italie, 40%. Sur ces 16%, est-ce que l'unique fournisseur est la Russie? Alors, sur ces 16%, 19% proviennent de Russie. En effet, le plus important fournisseur en France, ça n'est pas la Russie, mais bien la Norvège, qui représente 47% des importations françaises. Donc, si on multiplie les 16% par les 19%, ça veut dire que le gaz russe, ça n'est quand même que 3% de la consommation énergétique française. En Allemagne, c'est 15%, donc c'est extrêmement différent. Est-ce que la France a fait des réserves pour pallier un éventuel problème de ce genre? Alors, dans l'immédiat, oui. Mais il faut surtout penser à l'hiver prochain, puisque quand on aura épuisé nos réserves actuelles, il faut évidemment les recharger pour l'hiver prochain. Et donc, ça signifie que nous devons continuer à acheter du gaz. Il faut aussi savoir que le gaz, c'est trois grandes applications. 51% l'habitat, donc c'est-à-dire tout habitat confondu, primaire, secondaire et tertiaire. C'est 29% l'industrie et 20% dédié à l'électricité. Et donc, j'ai essayé cet après-midi de faire un petit calcul. Est-ce que la France peut renoncer au gaz russe? Je vous avais dit il y a 2 jours que l'Europe ne pouvait pas renoncer au gaz russe. Dans sa globalité. Mais la France, j'ai regardé le cas français. Et donc, je propose 4 mesures assez immédiates et très pragmatiques pour essayer de se passer des 100 TWh, ce qui n'est pas énorme du gaz russe. La première chose, c'est que Joe Biden nous a promis un peu plus de gaz naturel liquéfié. Ça couvrirait 17% du gaz importé de Russie. Premier point, donc les États-Unis. Deuxième point, on peut un petit peu augmenter la consommation et la fabrication d'électricité au charbon. C'est pas bon pour le climat, mais bon, si on n'a plus de gaz, il faut quand même bien produire de l'électricité. C'est un deuxième 17% si on une solution d'urgence, on va dire. Troisième chose, elle est bien connue, c'est baisser la température dans le résidentiel de 1 degré. C'est un petit effort demandé aux particuliers qui seront assez peu pénalisés. C'est encore 10%. Et surtout, il faut baisser absolument d'urgence la surface énergétisée dans le tertiaire, c'est-à-dire que le tertiaire est occupé entre donc tout ce qui est magasins, centres commerciaux, le tertiaire, bureaux, ce sont les services, et également toutes les administrations. C'est occupé 30% du temps et c'est énergétisé
80% du temps, donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du temps où on allume, où on chauffe et où ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Et donc en réduisant de 80 à 50% l'énergétisation du tertiaire, je trouve mes 57%, et avec ces 4 points-là, dans l'immédiat, je peux me passer du gaz russe. CQFD. Voilà, Philippe Bilger intervient quand même. Les particuliers sont très peu pénalisés, et surtout, l'industrie est non affectée, ce qui est quand même un point très important. D'accord. Philippe Bilger. Alors c'est formidable, Philippe Charles, parce que autant mercredi, j'ai été un peu perdu dans vos explications intelligemment techniques, autant là, sur les questions pertinentes de Frédéric Brindel, vous avez été, même pour un profane comme moi, totalement persuasif et opératoire. C'est toujours agréable d'entendre un point de vue optimiste qui exigera des efforts, et donc je comprends que la France a toutes ses chances pour pouvoir se passer du gaz russe. J'avais l'impression que pour votre 4e point, on avait déjà fait pas mal d'efforts pour réduire ce que vous appelez, pardon si je commets une erreur, l'énergisation des secteurs, des sociétés, des immeubles. Est-ce que c'est vrai ou on a encore de gros progrès à faire? Ah non, on a encore de gros progrès à faire. Allez à la Défense la nuit et vous verrez que toutes les tours sont allumées. C'est allumé. Hein. Et la régulation du chauffage dans la plupart des administrations et dans la plupart des bureaux sont difficilement possibles, puisque vous n'avez pas par bureau un thermostat. Donc c'est-à-dire que c'est relativement... alors c'est pas que c'est compliqué, mais tout simplement ça demande un petit effort. Alors je modulerai quand même un tout petit peu mon optimisme en rappelant que tout ce que je vous ai dit pour la France, parce que elle n'est pas tellement gazière et que deuxièmement elle apporte peu de gaz russe, n'est pas du tout valable pour l'ensemble des pays européens, et que donc si on regarde la problématique pour l'ensemble de l'Europe, évidemment les mesures ici ne pourront pas s'appliquer en Allemagne, parce qu'on passe de 3 à 15%, et réduire instantanément de 15%, ça sera pas possible. Et il y a l'idée d'on gagne ensemble et on perd ensemble. Céline Pina. Il y a une question que je voulais vous poser, c'est qu'on sait que beaucoup d'électricité ou d'énergie en France vient du nucléaire. Donc là, d'après ce que vous nous dites, en fait, le nucléaire est déjà complètement saturé. Autrement dit, vous ne voyez pas de marge de manœuvre de production au niveau du nucléaire. Nos centrales tournent à fond et on ne peut pas produire plus. Surtout qu'elles sont en réflexion. Alors surtout qu'il y en a qui sont aujourd'hui en réflexion. Il y a environ une dizaine de réacteurs qui sont arrêtés, ce qui impose actuellement justement de produire de l'électricité par le gaz. Et donc, comme je le disais, en augmentant un petit peu le charbon, ce qui est pas bien, mais en attente, c'est quand même une solution, et en réduisant cette consommation, notamment dans la surface énergétisée du tertiaire, on peut à peu près éliminer l'électricité gazière, et donc on peut se satisfaire du fait que le nucléaire est partiellement en arrêt. Ces dizaines de réacteurs ne peuvent pas être remis en œuvre assez vite. Alors, ça prend du temps. Il y a 2 types d'arrêts. Il y a des arrêts pour maintenance. Il y a des arrêts pour remplir le combustible nucléaire. Donc, quand il n'y a plus de combustible, il faut le remplacer. Et puis, il y a surtout eu un certain nombre d'arrêts parce qu'on a découvert des micro-fissures dans les circuits de refroidissement. Et donc, sur ces sujets-là, EDF n'annonce pas la remise en service de ces réacteurs arrêtés avant la fin de l'année. Alors donc je suis obligé de couper le robinet, je suis désolé les vraies voix, parce que on a des obligations. Merci Philippe Charles, c'était très très clair. Merci à vous. J'ai bien noté Philippe Deveul que vous n'êtes pas intervenu, ça vous donnera le droit, notamment pour le prochain débat, le sport doit-il jouer un rôle dans la diplomatie internationale, d'être prioritaire, cher maître. Oui, tout de suite. Ça ne m'empêchera pas quand même de donner une petite vision des choses sur le gaz. Oui, mais là on a dépassé... Oui. Bon, à tout de suite.